parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle The Irishman, il est réalisé par Martin Scorsese à la française, il est disponible en fait depuis le 27 septembre 2019 sur Netflix. Je l'ai vu à la télévision et en version française, oui je sais, c'est scandaleux mais on reviendra là-dessus après. Donc, comment parler de Martin Scorsese? Difficile, très très gros sujet. Difficile d'aborder toutes les questions, tellement c'est un réalisateur qui a une immense carrière, un génie absolu du cinéma, comme beaucoup le considèrent, et je pense à juste titre. Beaucoup de films extrêmement marquants, je les ai pas tous vus, mais bon, alors, je sais pas, Les Affranchis, Taxi Driver, Les Infiltrés, Raging Bull, Le Loup de Wall Street, Casino... Enfin voilà, quoi, il y en a vraiment trop pour le dire. Gangs of New York aussi, qui est considéré comme un de ses films mineurs, mais moi je trouve incroyable aussi pour plein de raisons. Bref, réalisateur exceptionnel, historien du cinéma exceptionnel aussi, très très grand connaisseur du cinéma, mais surtout très grand réalisateur, hein, vraiment une capacité de réalisation de films qui encore aujourd'hui sont vraiment forts. C'est pas seulement des films bien faits, c'est sur sa réputation. Ce qui est impressionnant sur Martin Scorsese, c'est l'efficacité de ses films et à quel point ces films, génération après génération, continuent encore à toucher du public. Bref, j'ai pas envie de faire des poncifs et de dire des choses que je ne connais pas, parce que je ne connais pas assez bien la filmographie de Martin Scorsese. Je crois que je me suis jamais attaqué vraiment à ce genre de baleine, parce que je pense que je suis pas sûr d'avoir les qualités pour réellement percevoir leur cinéma dans leur... entièreté, au moins plus ou moins de loin. Je vais essayer aujourd'hui, c'est un exercice, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je pense qu'il y a plein de choses que j'ai à apprendre sur ce réalisateur, sur sa technique, sur plein de choses, donc je préfère le dire tout de suite, je suis très très loin d'être un spécialiste du gars, j'aime son cinéma, mais je dois admettre mes limites très fortement par rapport à tout ce qu'il est capable de faire ou de percevoir dans son cinéma. Oui, je sais, on commence un petit peu avec du salam alek, mais vous me connaissez, je suis quelqu'un de très humble, hein, je me parle à moi-même depuis maintenant 3 ans sur internet, donc autant dire que je suis très humble, hein, c'est connu. Donc tout ça pour dire, hashtag je vous emmerde, et tout ça pour dire, réalisateur donc au statut mérité tout simplement, quoi. Je pense que vous avez tous un film de Martin Scorsese qui vous a marqué, touché, en bien ou en mal, mais qui vous a fait de l'effet, quoi. C'est un mec qui est capable de sortir des films singuliers et qui a rarement sorti, je pense, des films, j'ai envie de dire, passe-partout, quoi. On est vraiment à l'inverse de ça. Et donc, il faut essayer de présenter un petit peu The Irishman, qui est un iceberg à lui-même. Alors, là, The Irishman, c'était un petit peu, je dis pas la surprise, mais une sorte de contre-pied au cinéma. The Irishman est arrivé grosso modo 1 an et demi après Roma. Roma étant le premier film de grand réalisateur produit par Netflix et qui a créé vraiment une sorte de gros problème de shitstorm, pour reprendre le terme américain, autour de ce film, puisque le film ne devait pas être... Il y avait une sorte d'omerta des cinémas contre Netflix et contre l'idée que les films soient produits par des sites de streaming et non plus produits pour le cinéma. Donc Roma a été très mal diffusé, Roma de Alfonso Cuarón, hein, que je n'ai toujours pas vu. Honte à moi, on est d'accord, hashtag je peux aller me pendre, mais quand je l'aurai vu, je pense que je vous en parlerai. Tout ça pour dire... Il y avait eu toute une sorte de résistance, des festivals encore aujourd'hui, donc plus de 2 ans plus tard, continuent de refuser la majorité des films produits par Netflix sous prétexte que ce sont des films Netflix et non pas des films de cinéma, et quelques réalisateurs arrivent à faire l'exception, mais pas beaucoup. Roma étant finalement, je sais plus quel prix il avait gagné, je crois que c'était l'Ours de Berlin, mais franchement j'ai pas envie de dire de bêtises, je ne sais plus, et il avait finalement été un peu diffusé au cinéma. Et surprise, on s'était rendu compte qu'Alfonso Cuarón, c'était quand même mieux de le voir au cinéma, bon, peu importe. En tout cas, les réalisateurs font les films qu'ils peuvent où ils peuvent, tout simplement, qu'ils aient de la notoriété ou pas, c'est toujours le même problème, c'est réussir à faire le film tel qu'on le souhaite, tel qu'on l'espère, tel qu'on espère qu'il existe, et puis des fois, le réseau qui nous donne les moyens pour le faire, c'est pas forcément le réseau mainstream que tout le monde voudrait. Donc tout ça pour dire...
notre ami Martin Scorsese est passé donc par le même chemin avec The Irishman, qui a fait le même type de bruit, c'est-à-dire qu'on a commencé à dire grosso modo que le film ne devait pas être diffusé en cinéma, que c'était une injure au cinéma et que d'aller sur des sites de streaming. Je vais résumer très très vite ce débat. Pour moi, c'est simplement les grands distributeurs de cinéma qui se sentent attaqués par Netflix, par les grands sites de streaming qui font énormément d'argent et qui commencent à avoir le moyen de produire des films à très gros budget, à gros voire très gros budget, pas encore blockbuster mais quasiment. Et donc, ils se protègent tout simplement, ils n'ont pas envie de voir leurs films, ils n'ont pas envie de eux-mêmes voir leur monopole s'écraser face à un nouveau concurrent qui serait énorme, sachant que Netflix au départ il a quand même fait peur à beaucoup de monde, maintenant c'est en train de se calmer maintenant qu'on est en 2020, mais au départ ça a fait beaucoup peur à la production qui a essayé de se battre avec ses armes en faisant en sorte que Netflix reste une petite plateforme de streaming, mais bien sûr c'était à mon avis juste une stratégie pour créer du ralentissement. La preuve en est que Disney a sorti ensuite, a mis en place très très vite sa propre plateforme de diffusion de films, ainsi de suite, Disney+, et aux surprises, Amazon a fait pareil avec Amazon Prime, et aux surprises, il y a des projets de long métrage sur toutes ces plateformes, qui seront par définition sur ces plateformes, mais pas au cinéma. Bref, c'était du vent, c'était de mon point de vue, une fausse polémique, c'était juste une manière de ralentir l'avancée de Netflix, qui à l'époque était en train de tout casser, et ils avaient peur que bien sûr Netflix devienne un nouveau géant du cinéma, en étant en plus un géant de la télé, ce qui aurait été évidemment une très grosse concurrence pour par exemple Disney ou d'autres. Donc tout ça pour dire, pour moi c'est pas vraiment un débat, hein. Tout ça pour dire que naturellement d'autres réalisateurs y sont venus, et donc Martin Scorsese, notre très bon Martin, y est venu en produisant, donc en réalisant The Irishman, coproduction faite avec notamment Robert De Niro. Mais s'il s'était contenté de faire un film sur Netflix, on en aurait parlé, je pense, parce que c'est Martin Scorsese, mais il s'est pas contenté de ça, il s'est réuni avec une équipe qui a tourné avec lui dans notamment les Affranchis et d'autres films. Il est retourné vers des acteurs mythiques, et il a réussi à réunir un casting de ouf gueudin, The Casting, quoi, avec en tête de proue Robert De Niro. Je ne le présente pas, hein, maintenant, si vous connaissez pas Robert De Niro, allez découvrir sa filmographie, c'est un mec qui a des films dingues, notamment dans les années 70-80, il a fait des trucs complètement fous. Joe Pesci, qui était aussi un acteur très récurrent dans la période où Martin Scorsese a une période où il faisait des films de gangsters, pas forcément énormément, mais il en a fait quelques-uns très marquants, dont Les Affranchis et Casino, entre autres. Et donc bref, Robert De Niro et Joe Pesci étaient dans ces films-là, avec des rôles souvent similaires, mais des rôles assez impressionnants qui ont beaucoup marqué leur carrière, et donc ils sont revenus un peu tourner avec Martin Scorsese. Derrière, on a eu Al Pacino qui s'est greffé au projet, qui est arrivé très très vite sur le projet aussi, Harvey Keitel, je ne représenterai pas encore ces acteurs, hein, bref, vous les connaissez tous, et des seconds couteaux extrêmement bons comme Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, bref, d'excellents acteurs. Un énorme casting. Donc revoir Scorsese se relier à tout ce casting-là, forcément, ça mettait de la hype. La question est donc de savoir, cette hype était-elle méritée? Alors évidemment, on va tout de suite dire les choses évidentes. Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, bon voilà, ça sentait bon quand même, quoi. Alors Joe Pesci, il a fait quelques navets ou quelques films moins bons ensuite, il a une carrière beaucoup plus, entre guillemets, confidentielle que celle de Robert De Niro et Al Pacino derrière, mais quand même c'est du lourd, et Martin Scorsese sait comment les faire tourner. Alors on va tout de suite aller à l'essentiel. Évidemment, The Irishman est au minimum un bon film. Je veux dire, faut quand même pas déconner, quoi. C'est Scorsese, c'est voilà, toute l'équipe dont je viens de parler là. La question c'est, quand même, c'est un mastodonte de 3h30, donc c'est quand même spé, il n'y a pas beaucoup de films qui font cette durée-là. C'est aussi un projet, mine de rien, assez particulier, puisque derrière son titre, The Irishman, son sujet de prédilection est son personnage principal, mais j'en parlerai un peu dans le pitch. Le sujet indirect est l'histoire de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa qui a été le grand patron du syndicat des camionneurs aux États-Unis, qui a eu une puissance extraordinaire. Et le film a l'intelligence de revenir et de l'assumer complètement dans son scénario, le fait qu'au jour d'aujourd'hui, un jeune américain, la plupart des Américains ont oublié qui était Jimmy Hoffa, alors que ça a été probablement l'homme le plus puissant des États-Unis, derrière notre ami John Fitzgerald Kennedy, JFK.
donc président des États-Unis. Et je pense que c'est une réalité que le film n'exagère pas. Jimmy Hoffa a vraiment été un homme extrêmement important. Évidemment, il est interprété par un acteur extrêmement important, Al Pacino, pour que dans nos yeux, en tant que spectateurs, ça devienne évident. Et je reparlerai après de l'intelligence du casting. Mais c'est quand même une histoire qui aujourd'hui mérite encore d'être racontée. L'histoire de Jimmy Hoffa. Et rien que pour ça, The Irishman est très très intéressant sur ce qu'il raconte, encore une fois, des États-Unis. Et de quel point de vue, mais je ne veux pas trop spoiler, on va tout de suite aller au pitch. Pour pas trop perdre de temps. Frank Sheeran est un Irlandais américain dans les années 50 qui est revenu de la guerre du Vietnam. Très vite, il rencontre un mafieux très puissant, Russell Bufalino, qui lui propose de travailler pour lui en tant qu'homme de main. Frank monte les échelons tout doucement, devient carrément un assassin pour la mafia italienne, et arrivé à un certain stade de sa carrière, on lui propose carrément de devenir l'homme de main. Bufalino lui propose de devenir l'homme de main de Jimmy Hoffa, le plus puissant des hommes des États-Unis, juste derrière le président, et grand patron du syndicat des camionneurs. Syndicat extrêmement puissant à ce moment-là de l'histoire des États-Unis. Bien sûr, l'histoire va aller tout doucement entre la fidélité de Frank à Bufalino qui l'a fait monter là où il est, et envers Jimmy Hoffa pour qui il va avoir de l'admiration, de l'amitié, au moment où Bufalino et Jimmy Hoffa vont commencer à avoir des intérêts divergents, le film ne parlant entre guillemets que de ça. Mais je vais revenir là-dessus tout de suite dans la critique. Alors, le premier sujet, je pense, qui va fâcher ou qui risque de pousser les gens à moins regarder The Irishman, ce sont les effets spéciaux. Alors, je vais être clair. L'histoire se retrace grosso modo sur un peu plus de 60 ans, si je dis pas de bêtises. On démarre dans les années 50 et on finit de nos jours, hein, donc en 2020, donc 50, plus que ça, 70 ans. Et on voit les personnages donc partir relativement jeunes. On voit le personnage de Frank Sheeran nous raconter l'histoire d'abord une grosse partie du film en présentant les différents personnages, en retraçant sa jeunesse et le moment où il a rencontré Russell Bufalino. Et ça a monté dans la mafia italienne, le fait qu'il devienne le bras droit de Jimmy Hoffa et toute l'histoire centrale qui tourne autour de ce rapport compliqué entre Russell Bufalino, Jimmy Hoffa et Frank Sheeran entre les deux. Et ensuite, on voit une partie de cette conclusion de ce qui se passe après. Donc le film est vraiment sur une plage de temps très large. Or, vous n'êtes pas sans savoir que Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, toute la bande, ils sont vieux, quoi. Donc ils n'ont pas du tout l'âge des personnages. Al Pacino n'a pas du tout l'âge de Jimmy Hoffa au moment où Jimmy Hoffa était patron du syndicat des camionneurs. Robert De Niro non plus. Donc le film, l'idée d'écriture et l'idée technique que la production a eu en tête, ça a été de faire cette fameuse technique du de-aging pour aussi bien rajeunir que vieillir les différents personnages. Technique qui a donné du pour et du contre au cinéma. On a eu des grands moments de n'importe quoi au cinéma avec les techniques de transformation faciale, avec le grand classique de la moustache de Superman dans Justice League, qui est juste un des plus gros échecs de l'histoire du cinéma au niveau technique. Mais on a eu aussi des films extraordinaires où des différentes techniques de aging, j'ai envie de dire en prothèse et non pas en effets spéciaux, ont été extraordinaires. Je vous renvoie au film Monster avec Charlize Theron, où elle était maquillée, mais juste elle était méconnaissable, c'était assez extraordinaire, et où sa performance est juste exceptionnelle dedans. C'est un film discutable sur le fond, discutable sur la forme, mais par contre sa performance et les effets spéciaux étaient incroyables. Et donc maintenant on est arrivé à un stade où on a beaucoup de de-aging fait en post-production, parce que je pense qu'un des grands fantasmes des producteurs, ce serait de réussir à, grosso modo, avoir un acteur pour jouer plein de tranches d'âge, et donc de ne pas avoir à multiplier les rôles. Pour vous donner un exemple de film qui avait dû le faire, c'était La Ligne Verte, où on avait dû prendre Tom Hanks dans un rôle et un autre acteur pour jouer le même personnage plus vieux, ce qui avait déplu à pas mal de spectateurs, et que c'est une des rares critiques qu'on fait sur La Ligne Verte, qui est considérée comme un chef-d'œuvre, à juste titre. Et je vous mettrai l'excellente vidéo de Link the Sun dans les commentaires de cette vidéo. C'est une superbe analyse de La Ligne Verte, c'est très 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 intéressant. Donc sa fameuse émission 50-50, donc je vous conseille de toute façon toutes les émissions. C'est juste exceptionnel en termes de qualité. Et de qualité d'analyse et de vidéo, c'est vraiment très très bon. Si un jour j'arrive à gratter le début du commencement de ce niveau de vidéo là, je serais très très fier, déjà. Mais vraiment c'est très très fort ce que fait Link the Sun, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment très bon, et je vous mettrai la vidéo dans les commentaires. Et donc dans La Ligne Verte,
dans la ligne verte, pardon, ce choix d'avoir séparé deux acteurs, bah, ça avait créé ce truc un peu bizarre que certains spectateurs étaient sortis du film en disant « j'avais pas compris que c'était le même mec, j'arrivais pas à y croire, blablabla ». Et il se trouve qu'au tournage, ils avaient fait des tests, ils avaient, avec des prothèses et ainsi de suite à l'époque, où la ligne verte a été faite, ils avaient essayé de vieillir Tom Hanks et Frank Darabont, le réalisateur de la ligne verte, n'avait pas été satisfait, ils avaient changé leur fusil d'épaule. Mais l'un des grands fantasmes donc des producteurs aujourd'hui, c'est de réussir à le faire avec un seul acteur, ça fait moins de cachets, c'est moins compliqué, et surtout ça permet d'avoir une certaine souplesse au tournage, ou de garder le même morphologie, la même manière de jouer, ça c'est des choses qui sont difficiles à défaire. Un bon exemple de aging très réussi, c'est Captain America dans Avengers Endgame. Alors je spoil un peu, maintenant le film est sorti il y a un an, donc je pense que ça va, quasiment un an, donc ça passe, mais à un moment donné on le vieillit et c'est très intéressant. Je trouve que c'était très réussi comme effet de vieillissement, en tout cas au cinéma ça m'avait assez bluffé. Je fais tout de suite une parenthèse là-dessus, le de-aging au cinéma et le de-aging à la télé, je trouve que c'est comme ces effets spéciaux de fond vert qui au cinéma sont moins flagrants. Alors peut-être que c'est la taille de l'écran, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui a ce défaut-là, mais je constate moins ce genre d'effet au cinéma qu'à la télé. Et ça, pour moi, c'est un petit peu la limite du de-aging. À la télé, je trouve que c'est plus flagrant. Du coup, dans The Irishman, est-ce que ça fonctionne, le de-aging? Alors, j'ai envie de dire que d'un côté, non, parce qu'il y a toute une partie au début où les personnages sont rajeunis, et au niveau des visages, je trouve que il y a encore un peu de moirage, il y a certains plans qui sont un peu... J'ai eu un peu de mal, et ça vient pas du fait que je savais que les acteurs étaient vieux, c'était vraiment juste, ça me dérangeait quand je regardais, j'avais un peu de mal, notamment sur Robert De Niro. Ajouter un élément qui me dérangeait pendant tout le film, et qui en fait j'ai compris ensuite, c'est que le de-aging a une grande limite, c'est que le corps aussi change. Et il se trouve que j'ai vraiment eu la sensation à un moment donné que le corps vieux entre guillemets de Robert De Niro ou des autres acteurs se voit. Robert De Niro, jeune, c'est un acteur plus élancé, il se tenait droit, il avait les pectoraux en avant, il avait une certaine droiture qu'on retrouve dans ce personnage dans Taxi Driver, par exemple chez Travis, son personnage dans Taxi Driver donc. Mais là en l'occurrence, on sent que c'est le corps d'un mec âgé, c'est-à-dire qu'il est trapu, il est un peu vers l'avant, il est un peu raide dans le dos, ce qui est pas du tout anormal, c'est normal, mais pour son personnage, ça le rend vieux avant de l'être. Donc vraiment, comme dans les passages où il est relativement jeune, ça m'a vraiment posé problème, et j'ai trouvé que ça posait problème chez les autres acteurs aussi, on les sent plus vieux que l'âge de leur personnage. Alors heureusement, le personnage de Joe Pesci est particulièrement calme, Russell Bufalino, du coup, il n'y a pas ça choque moins, mais dans le personnage de Robert De Niro qui est supposé être actif et ainsi de suite, bah c'est un peu flagrant dans la manière dont il court, dont il se déplace, il court pas souvent, mais donc quand on le voit marcher vite ou autre, on sent qu'il a le dos raide, on sent que c'est le corps d'un mec de 60 balais plus, et c'est trop flagrant pour qu'on ne puisse pas le voir et que ça puisse pas déranger, je trouve, la lecture, et c'est un peu la limite du de-aging. On peut rajeunir la personne, mais si on peut pas rajeunir le corps avec, et que ça paraisse vraisemblable, au-delà de ça, je pense qu'il y a un souci. Et ça veut pas dire que la technique va pas évoluer et que ça va pas devenir meilleur, qu'ils vont pas trouver des techniques pour ce qu'ils vont appeler, j'imagine, le de-aging corporel, c'est-à-dire carrément retrouver le jeu de corps de l'acteur d'avant. Oui, j'étais pas allé au bout de mon idée d'avant, mais le grand fantasme des producteurs, c'est d'avoir des acteurs en CGI. C'est-à-dire que tu payes des techos, ils font l'acteur fait exactement ce qu'ils veulent, à la mimique près, à la seconde près, et voilà. Et fin de l'histoire, et ça coûte du pognon certes, mais ça coûtera jamais plus que de payer un être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Je caricature à peine. Donc on risque de carrément tomber dans un truc où les acteurs vendront juste leur image à une boîte de prod. On en est pas loin. Faut bien avoir conscience que c'est avec des techniques aussi élaborées, on va poser des questions morales très très vite. Bref, tout ça pour dire, notre ami de-aging, est-ce que ça marche? Alors dans une partie du film, non. Je trouve vraiment quand il est jeune, ça m'a posé problème. Mais par contre, après, il y a vraiment plusieurs passages dans le film. Un passage très long au milieu du film où on est dans un Robert De Niro qui a la quarantaine. Et c'est assez flagrant, c'est assez bluffant. Là, je pense que je ne me suis pas rendu compte en matant le film qu'il y avait du de-aging dessus. C'est vraiment en réfléchissant en sortant du film après que je me suis dit « Ah oui, non, mais il est quand même beaucoup plus vieux que ça. » Et là, ça m'a bien scié. Il y a quand même eu toute une partie du film où je me posais plus la question. Le film dure 3h30, ça aide aussi, c'est là où on voit l'intelligence de Martin Scorsese. Il avait compris que cette technique ne pouvait marcher que si le film dépassait une certaine durée, un certain temps avec les personnages, et qu'on allait finir par habituer le regard du spectateur à ça, ce qui est très intelligent. Vous savez, c'est le fameux coup de très très mal jouer les effets spéciaux quand on sait qu'ils fonctionnent pas. Alors un des autres effets spéciaux très drôles, c'est celui du bébé, bien sûr, très connu, le bébé horrible et creepy dans Twilight, je crois que c'est dans le 3e ou le 4e, je ne sais plus, qui a une tête en CGI, et ils font l'erreur en plus
de faire un gros contre-champ sur le bébé, avant d'habituer le regard au spectateur à éventuellement ce visage bizarre. Et ça, c'est flagrant, tout le monde le remarque. Alors qu'éventuellement, en jouant un peu la matière de Scorsese, de l'intelligence de Scorsese, tout le monde n'est pas Scorsese. Hein. À un moment donné, il faut que j'arrête de faire ce genre de comparaison, c'est un peu gros, mais vous comprenez l'idée. Tu vois que ta technique marche pas, tu dois l'utiliser, sinon le film fonctionne pas. Tu l'as fait venir, ou tu dis, tiens, lui, il a eu l'idée, je fais durer plus longtemps. Ou alors, dans le cas de Twilight, ils auraient pu la jouer, on voit le visage de loin, le gamin se rapproche petit à petit dans le plan, approche avec quelqu'un qui le tient dans les bras, il y a quelque chose qui permet de modérer l'arrivée dans le plan du mauvais effet spécial, et surtout, on n'en rajoute pas dans les plans serrés, on n'en rajoute pas dans les expressions, on reste relativement, on joue plus sur les acteurs véritables qui eux vont réagir à ce que fait le bébé ou l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une question de dosage, sinon bah, ça devient ridicule et le film s'effondre complètement. Et donc tout ça pour dire, le de-aging finalement dans The Irishman fonctionne bien dans sa deuxième partie, et grâce à l'intelligence de Scorsese, finit par fonctionner. Je voulais faire une parenthèse là-dessus, parce que je pense que si on regarde le film, on peut être vite rebuté par le début en se disant, non mais attends là, je mate des mecs de PlayStation 2 là, oui il y a un petit côté jeu vidéo, c'est vrai que ça peut choquer, et on pourrait sortir du film à cause de ça, ce qui serait dommage. C'était un petit peu la parenthèse sur les effets spéciaux du film. On va passer tout de suite, je pense qu'on va... Je peux faire une partie sur les décors, mais elle va être courte. Elle va être courte parce que les décors, au final, c'est parfaitement géré, quoi. C'est-à-dire que c'est du Scorsese, c'est un mec qui sait faire ça, il sait ramener les gens dans une époque, il y a toujours un soin du détail, des éléments qui font l'époque, qui sont juste indiscutable visuellement. Je m'y connais très peu sur ces périodes de l'histoire, du coup, personnellement, il faut pas grand-chose pour que j'y croie. Mais il arrive à pousser le détail jusqu'au niveau où le spectateur moyen va se dire, c'est bon, ça marche, j'y crois, on est dans les années 50, on est dans les années 60, on est dans les années 80, il n'y a aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans les années 70, bref. Et ça, ce talent-là, bah, ça fait longtemps que Martin Scorsese est là, donc aucune surprise. Le film étant essentiellement un film d'alcôve et de discussion, avec quelques scènes, on va dire, spectaculaires entre, mais au final, ça reste un film de Scorsese pur, avec énormément d'importance donnée au dialogue et aux échanges entre les personnages. Donc, j'ai envie de dire que les décors sont évidents, mais en fait, il y a énormément de décors, ça explique le budget du film, hein, je crois qu'il a coûté 150 millions de $, donc c'est le budget d'un blockbuster de l'été, il faut se rendre compte de ça, hein, c'est quand même... je ne m'y attendais pas, c'est-à-dire quand j'ai vu le budget, je me suis dit, ah oui... Bah oui, 3h30, effectivement, de-aging, reconstitution, machin truc, oui, 159 millions de $, de budget, donc c'est assez impressionnant malgré tout. Et tout ça pour dire, bah, ça se sent dans les décors, tout simplement, on a vraiment un énorme travail. Donc voilà, je voulais pas faire très long, mais c'était simplement pour dire, c'est quelque chose que Scorsese arrive à faire, qu'il maîtrise, et évidemment, on y croit durant tout le film. Évidemment, je fais une parenthèse tout de suite pour ceux qui sont tatillons et qui connaissent ces périodes-là. Évidemment, n'hésitez pas à me dire où ça a merdé, où il y a des approximations, où c'est mal foutu. Je suis très friand de ce genre de détails, je trouve ça très intéressant. Ne connaissant pas moi-même ces différentes périodes. On va tout de suite passer, je pense, au cœur de ma critique qui va tourner autour du casting. Le casting de The Irishman, bah, vous le connaissez, j'en ai parlé avant, il est exceptionnel. Mais on va essayer de le parler par rapport au personnage. Robert De Niro joue le personnage de Frank Sheeran. Frank Sheeran, comme je l'ai dit, qui est donc devient petit à petit un homme de main et un assassin pour le compte de la mafia italienne. Et une première chose qui est forte dans le film, c'est qu'on est vraiment dans un cliché de personnage de Scorsese à la base, c'est-à-dire le personnage est extrêmement violent. On découvre très tôt dans le film que il devient un caïd de son quartier. Je crois qu'il y a un épicier qui a touché à un moment donné ou bousculé sa fille. Et il retrouve le gars, il le tabasse, il lui casse la main devant tout le monde dans la rue. Donc c'est une scène particulièrement bien foutue parce qu'elle est violente et sèche, c'est-à-dire qu'on reste à mi-distance, on n'a pas de gros plan, c'est vraiment un plan séquence. Mais on voit vraiment la violence et l'absurdité de la violence de Frank Sheeran apparaît. C'est-à-dire que c'est un mec qui ne sait gérer les choses visiblement que comme ça, par la violence. Il est revenu du Vietnam et il y a un sous-texte là-dessus, mais j'en parlerai au moment du scénario, sur le fait que c'est comme ça qu'il est devenu adulte, en étant un assassin. On le voit à un moment donné, le seul passage qu'on voit de la guerre, c'est une exécution vraiment à sang-froid, vraiment assez horrible, je parlerai de ça après dans le scénario. Mais grosso modo, le personnage ne sait gérer les choses que comme ça, et évidemment, vous vous en doutez, sur un film de 3h30 et qui se passe sur autant d'années, ça va avoir des résurgences sur sa famille que je ne vais pas spoiler, mais qui seront juste excellentes. Mais vraiment, genre,
excellente. J'ai énormément aimé cet axe-là du film. J'ai trouvé que ça fonctionne, mais c'est juste très fort. On sait pourquoi on attend. Le film est long, on peut en avoir rien à faire de cette histoire des États-Unis, et je comprendrai tout à fait. Même si c'est passionnant, moi personnellement, c'est pas forcément une histoire que je trouve qui m'intéresse à la base. C'est juste parce que c'est très bien mis en scène que je suis et qu'il n'y a pas de problème, que les acteurs sont très bons. Spoiler, mais le fait est que il y a cette sous-histoire, entre guillemets, dans l'histoire, qui est l'histoire de Frank Sheeran et du rapport à sa famille, et c'est excellent. Vraiment, à cet endroit-là, le film est formidable, et on casse complètement les clichés de la famille scorsésienne de films de mafieux, en allant encore plus loin. C'est ça que je trouve incroyable chez Martin Scorsese, c'est que je trouve qu'il n'avait jamais traité le sujet comme ça. C'est ça qui est fort, c'est qu'on sent vraiment qu'à chaque film, il se demande comment aller plus loin, comment refaire ça mais différemment, et surtout comment aller vraiment dans le fond d'autres questions. Et bien sûr le rapport de Frank Sheeran à ses enfants, et notamment à une de ses filles, va être le cœur de l'histoire, le cœur de l'intrigue, le cœur pas de l'intrigue, mais le cœur de ce qui fait le personnage de Frank Sheeran, et c'est absolument génial. Et à ce moment-là, j'ai trouvé Robert De Niro très bon. Il a vieilli, c'est clair. Je trouve que par moments ça se sent, notamment dans son jeu corporel, qu'il est un peu moins nerveux que le personnage devrait l'être, et je pense que ça dessert un peu le film. On sent quand même que c'est des vieux acteurs, mais en même temps, quelle performance. Je trouve que de bout en bout, il est très bon. Il coproduit le film. Oui, j'avais oublié de le dire, le film est adapté d'un livre, pardonnez-moi, de Charles Brandt, qui s'appelle I Heard You Paint Houses, Frank the Irishman Sheeran, and the Inside Story of the Mafia, the Teamsters, and the Final Ride by Jimmy Hoffa. Donc c'est quand même un titre à rallonge. Le film, c'est quand même mieux des Irishmen, et je crois que c'est I Heard You Paint Houses, qui est un sous-entendu, puisqu'il flingue des gens, et donc ça met des éclaboussures de sang sur les murs. Et vous verrez en quoi c'est significatif jusqu'à la fin du film. Donc voilà, et c'est visiblement un livre que Robert De Niro a apprécié, Scorsese aussi, et donc il a coproduit le film, il a demandé à jouer dedans, et à être le personnage de Frank Sheeran, et c'est probablement son plus grand rôle depuis longtemps. Il est excellent dedans, de bout en bout. En parallèle de ça, on a Joe Pesci qui joue le rôle de Russell Bufalino, un mafieux très malin, très intelligent, qui arrive à gérer les gens avec beaucoup de froideur comme ça, de tranquillité, vraiment le mafieux, l'anti-mafieux énervé que pouvait aimé mettre dans ses films Scorsese quand il était plus jeune. Et là, Joe Pesci est incroyable, il est vraiment, je trouve, très bon dans le rôle. On croit à la puissance de sa capacité de médiation, on croit aussi à sa capacité à monter, à être très intelligent. Et je trouve que le film, heureusement, et c'est là la force de Scorsese, c'est que tous les personnages commencent avec une sorte de force mythique. Frank Sheeran est un assassin implacable, Russell Bufalino est un mec qui sait absolument gérer la chair et le chou, qui est vraiment un grand mafieux qui est très respecté parce qu'il arrive à gérer les conflits, ainsi de suite. Jimmy Hoffa est un grand maître du public, de la communication, avec du charisme et tout. Et bien sûr, tous les trois, ils vont avoir une descente, une brisure, un élément qui va prouver leurs limites et qui va casser le côté mythique que le film leur donne dans les 2 premiers tiers. Et ça, c'est aussi la très grande qualité de Martin Scorsese. Notamment, il a fait écrire le scénario par Steven Zaillian, dont je ne connais pas la filmographie, mais que je vais regarder, je vais vous en parler si je trouve des choses intéressantes. Et en l'occurrence, Joe Pesci est excellent dans le rôle. C'est complètement l'inverse de ce qu'il avait fait à l'époque avec Scorsese, puisqu'il jouait, lui, pour ceux qui ne connaissent pas, dans Les Affranchis, entre autres, mais aussi dans Casino, il jouait les mafieux très, très, très énervés, le petit qu'on n'arrive pas jamais à calmer, et qui fait connerie sur connerie, mais qui est hyper violent, qui fait flipper tout le monde, avec d'excellentes séquences, notamment où il intimide notre ami Ray Liotta, qui est une séquence incroyable dans Casino, dans Les Affranchis, donc je vous conseille de voir. Bref, Joe Pesci est très très bon. Et Al Pacino, évidemment, Al Pacino qu'on ne présente plus, est excellent dans le rôle de Jimmy Hoffa. Il a du charisme, il a de la présence, il a de la force, comment dire, il y a quasiment de la mise en scène de lui-même. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est à quel point on arrive à croire tout de suite au poids moral de ce mec, au fait qu'il soit monté juste par le charisme, par la gouaille, par sa ruse. Enfin voilà, c'est vraiment de l'excellent Pacino.
Jimmy Hoffa tout en overconfidence, qui se croit plus important qu'il ne l'est, qui devient réellement trop orgueilleux à un moment donné, qui à un moment donné aussi plein de tics hyper intéressants, genre qui se méfie de tout le monde aussi, qui est il veut plus dormir les portes fermées par exemple de sa chambre, donc le personnage de Frank qui devient grosso modo son bras droit dort avec lui dans la même chambre, dans la même pièce, mais juste de l'autre côté. Enfin voilà, il y a vraiment le mec est devenu parano et en même temps il est tellement charismatique et fort qu'il se croit aussi invulnérable. Enfin, il y a ce truc constamment présent dans son attitude, et on a de très belles séquences, notamment où Jimmy Hoffa est très vite attaqué en justice par le frère de John Kennedy, qui avait été nommé à l'époque ministre de la Justice, et il devient un petit peu la cible du gouvernement Kennedy. Et il a une scène notamment, il s'en prend violemment à toute son équipe en disant voilà qu'ils l'ont mis dans la merde et qu'à cause d'eux il va aller en prison. Et il y a Frank qui est dans la même pièce, et à un moment donné Frank sort en disant écoute, moi je suis pas là pour me faire insulter, et Jimmy le rattrape en disant non mais attends, calme-toi, c'est pas de toi dont je parlais, enfin c'était évident, excuse-moi machin. Et j'aime beaucoup ça parce que ça nuance beaucoup le personnage, c'est pas du tout un despote, c'est un mec, simplement il y a des gens qu'il apprécie notamment, à qui il fait confiance. Et d'autres, par contre, quand il a des choses à dire, il y va, et quand il est convaincu du truc, il lâche pas l'affaire. Donc bref, tout ça pour dire, excellente interprétation de Al Pacino de ce personnage de A à Z. On voit qu'il a vieilli aussi, je trouve que le de-aging fait son taf, mais c'est quand même un Pacino qui a pris un peu d'âge, ça se sent, je trouve, encore une fois, dans le jeu physique. Et je pense qu'on le sent, qu'on ait vu d'autres films de Pacino ou pas, hein. C'est ça que je veux dire, ça va au-delà de la connaissance qu'on a de l'acteur. Donc bref, et c'est une des grandes forces de Scorsese, c'est prendre les bons acteurs pour les bons rôles. Je disais avant, une petite parenthèse que je trouve hyper intéressante, prendre De Niro dans le rôle du bras droit un peu confidentiel, ça marche, parce que De Niro il a aussi fait des rôles confidentiels, il a aussi fait des films où on l'a un peu moins remarqué, il a aussi fait de mauvais films, donc c'est pas un mec qui a une sorte d'aura de perfection autour de lui. Donc ça fonctionne en tant qu'homme de main. Joe Pesci, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma, donc c'est pas un souci dans le rôle de Russell Bufalino, il est calme, on sent aussi qu'il a pris de l'âge, donc il a aussi de la sagesse de lui-même qui met dans le personnage, et ça se voit tout de suite, et le personnage bouge pas du début à la fin du film de cette tension-là. Ça correspond au personnage, au caractère de Joe Pesci, l'homme, je pense honnêtement, au jour d'aujourd'hui. Et en parallèle de ça, prendre Al Pacino dans le rôle de Jimmy Hoffa, c'est aussi juste, parce qu'Al Pacino, au contraire, a rarement fait des rôles secondaires. C'est un mec qui a fait toujours des rôles très solaires, très forts. Il a une carrière beaucoup plus agressive en termes de rôles importants. Et donc Al Pacino a gardé une sorte de mythe dans son jeu. Robert De Niro est important, mais je pense qu'il y a vraiment cette nuance qui est entre les deux. Robert De Niro a fait plein de rôles secondaires, plein de comédies, plein de choses comme ça, très secondaires. Chez Pacino, vraiment, il faut les compter sur le doigt d'une main. C'est un mec qui a fait beaucoup plus de rôles, on va dire, lourds, de sens et importants. Et c'est genre, quand il est casté chez Tarantino pendant Once Upon a Time in Hollywood, il joue le rôle d'un producteur qui a un rôle secondaire, mais sa scène est hyper forte, et le mec arrive à s'imposer par la gouaille, par l'intimidation, par la manipulation, et c'est ça Al Pacino, c'est-à-dire que c'est vraiment cette force-là de prendre des personnages et leur donner énormément de charisme, de poids, de maîtrise du langage et de l'image. Donc voilà, c'est au-delà de Jimmy Hoffa, le spectateur de base va être pris, à mon avis, par le personnage de Jimmy Hoffa, parce que Al Pacino apporte tout ça avec lui. Encore faut-il avoir une petite connaissance, lapsus de mec qui se la pète, mais non, juste une petite connaissance publique, du grand public, de ce qu'est Al Pacino, de ce qu'il a proposé dans sa carrière ou dans ces dernières années. Mais il y a une différence, à mon avis, qui est là, et gérée dans le casting, et c'est encore une fois à mettre au crédit de Martin Scorsese, qui est décidément un mec très très fort pour ce genre de choses. Je vais vous parler un peu de la mise en scène, mais alors là, je suis sûr que je vais me faire tomber dessus, mais tant pis, on prend le risque. Alors juste avant d'entamer la question de la mise en scène, j'ai fait des recherches sur Steve Zaillian. Je vais juste vous parler un petit peu de ce scénariste. En fait, c'est un mec qui a une sacrée carrière derrière lui. Je le connaissais pas, donc voilà, vous voyez, on en apprend tous les jours, mais autant être honnête sur la question. C'est notamment le scénariste de la liste Schindler. C'est celui qui a écrit l'histoire d'une Mission Impossible avec Tom Cruise, le premier, celui de Brian De Palma. Il a aussi écrit le scénario, c'est un peu moins cool, de Hannibal, mais c'est aussi lui qui a écrit le scénario de Gangs of New York notamment. Donc il a déjà travaillé de American Gangster, qui est un bon Ridley Scott.
de l'adaptation de David Fincher de Millennium, The Girl with the Dragon Tattoo, du très 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 discutable Exodus Gods and Kings, l'adaptation de Ridley Scott de Ben-Hur, enfin non, c'est pas vraiment Ben-Hur, mais de l'histoire entre Moïse et son frère, là, le pharaon, bref, qui est un film assez drôle, bref, j'en reparle à l'occasion. Bref, voilà, donc scénariste qui a quand même des heures de vol derrière lui, une excellente carrière, et donc c'était un scénariste très très chevronné qui a travaillé avec Martin Scorsese, et vu la qualité du scénar, que je trouve particulièrement bon, le film dure 3h30 et je trouve le scénario particulièrement réussi, mais ça me permet d'enchaîner tout de suite avec la mise en scène sans transition, parce que c'est un scénariste qui a déjà bossé avec Scorsese à l'époque, qui a de l'expérience et ainsi de suite, qui connaît un petit peu ce cinéma-là, qui est là depuis longtemps dans le cinéma, et comme par hasard, on sent dans la mise en scène de ce Scorsese, on est dans du Scorsese pur jus à proprement parler. On retrouve vraiment les éléments qui ont fait connaître Scorsese dans ses films de gangsters, voix off introspective et en même temps informative, éléments de texte écrits à l'écran pour vous donner un petit peu le contexte, et à chaque fois, dans le cas de The Irishman, c'est vraiment pour alourdir le contexte. Il y a des personnages qu'on voit clairement, qu'on rencontre une fois dans le film, et on vous met dessus leur pédigré, c'est-à-dire éventuellement qu'est-ce qu'ils ont fait, mais surtout comment ils se sont fait tuer. Et la plupart se sont fait tuer, c'est des morts violentes évidemment, hein, c'est la mafia. Donc le film ne vous laisse jamais réellement échapper à cette réalité, que c'est des gens qui vivent pour et par la violence. Donc et qui meurent par elle. Donc c'est vraiment un contexte lourd, et ça arrive régulièrement dans le film de voir, on a le personnage d'Harvey Keitel, la première fois qu'il est à l'écran, Angelo Bruno, c'est le nom de son personnage, on voit tuer une balle dans la tête, je ne sais plus exactement, et ça arrive à quasiment la grande majorité des personnages principaux qu'on croise dans le film. Et ça ajoute cette lourdeur-là, et c'est très didactique en même temps. C'est le cinéma de De Niro, de Scorsese. C'est ce cinéma où il y a donc une voix off qui va dynamiser et rendre introspective le thème en même temps. Donc c'est pas seulement une liaison narrative pauvre, c'est vraiment une liaison narrative forte avec des éléments concrets et des éléments de profondeur et de réflexion, pour connaître en plus, essayer de rencontrer encore plus le personnage de Frank Sheeran, qui est clairement le personnage principal du film. En parallèle de ça, des textes écrits à l'écran. En parallèle de ça, une utilisation de flashbacks extrêmement percutant. Genre, il y a tel endroit, des mecs, des laveurs, une laverie, ils me font de la concurrence, machin, et on voit la fameuse laverie au ralenti, ainsi de suite. Des éléments comme ça qui dynamisent la narration et qui épouse ce que les personnages ressentent de manière extrêmement maîtrisée, puisqu'au moment où le personnage dit à Frank Sheeran, écoute, il y a cette laverie qui me fait concurrence, Frank arrive à se projeter l'image de cette laverie, donc il se fait quelquefois avoir, il arrive à croire à cette histoire, et la voix off joue en plus du dialogue, c'est-à-dire que on a la voix off qui va dire, ouais, quand quelqu'un vous dit qu'il est angoissé, c'est qu'il est très angoissé. Je vais pas te mentir, Franck, je suis très angoissé. Et quand quelqu'un vous dit qu'il est très angoissé, c'est qu'il est aux abois. Vous voyez, cette intelligence-là, du rythme du dialogue, et du rythme et de la construction narrative est extrêmement efficace. C'est du Scorsese pur jus, hein. Il l'avait déjà fait dans Casino, il l'avait déjà fait dans Les Affranchis et dans plein d'autres films. Mais en l'occurrence, on retrouve tous ces éléments-là, c'est pas original. La chose qu'on peut critiquer clairement de The Irishman, c'est qu'à cet endroit-là, on est dans du Scorsese pur jeu. On retrouve une formule. Mais comme il la maîtrise énormément et que ça rend le film très efficace, c'est une critique qui pour moi est non avenue. Oui, c'est pas original, mais c'est son style à lui, il revient avec, et c'est encore efficace 30 ans plus tard. Donc, qu'est-ce que tu veux dire à part chapeau, à part bravo l'artiste? Moi, voilà, donc je pourrais pas dire grand-chose d'autre sur la mise en scène, à part ça, parce que c'est extrêmement maîtrisé, il y a de tout, mais c'est à chaque fois utilisé au bon endroit. On a une scène extrêmement importante au cœur du film que j'ai énormément aimé en termes de mise en scène, où les personnages doivent se rendre à un endroit précis pour une sorte de règlement de compte. Je vous laisse découvrir comment, je ne veux pas spoiler. Et on voit on voit le trajet de manière avec les mêmes angles de vue à différents moments, avec cette voiture qui se rend à cet endroit précis qui va être un des nœuds de l'histoire. Et c'est extrêmement intelligent parce que ça transforme la séquence en une sorte de compte-rendu étrange, et en même temps ça fait monter une tension qui est celle du... C'est trop factuel, on est dans une froideur alors qu'on devrait être dans quelque chose d'important pour les personnages, et ça parle extrêmement bien du personnage de Frank et de comment lui perçoit cette histoire au final, avec les années qui ont passé, et comment le film se finit, rejoue encore sur un élément très très fort de la psyché brisée de ce mec, qui va grosso modo aller indirectement de mal en pire,
même si c'est pas concrètement, c'est essentiellement moralement, et c'est là où le film est très fort, et je me permets du coup de revenir là-dessus, je voulais en parler dans le scénario, mais je vais en parler tout de suite, parce que ça joue beaucoup dans la mise en scène. Encore une fois, quand on voit le passé de Frank, que lui évoque son passé dans l'armée, la seule scène où on le voit, c'est une scène où on lui demande visiblement d'aller exécuter 2 soldats nazis, et il leur demande lui, son système, c'était de leur dire de creuser leur tombe, et il dit, on est surpris. C'est surprenant comme les gens qui vont être exécutés mettent du cœur à l'ouvrage pour creuser leur tombe. Comme si qu'ils pensaient que s'ils la creusaient bien ou mieux, on n'allait finalement pas les exécuter. Et lui, derrière, il les exécute de manière vraiment froide. 2 balles comme ça, pam pam, et encore une balle dans la tête à chacun. Il y a vraiment une noirceur dans ce moment-là, qui est pas justifiée, mais qui est expliquée. Hein. Il le dit, voilà, les gens qui vous disent qu'on est à la guerre, Russell Bufalino lui pose la question, mais t'as eu peur là-bas? Il disait, tout le monde a peur, tout le temps, tu pries tous les jours pour t'en sortir. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur là-bas, c'est des menteurs. Et c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a été confronté à... Le film le dit sans trop exagérer, mais il le montre clairement, son souvenir le plus fort, c'est de l'exécution des gens qu'il a fait. Donc c'est clairement un mec qui, contre la peur, la seule réaction qu'il peut avoir, c'est la violence, et c'est les seules clés qu'on lui a appris quand il était très jeune, quand il est parti faire cette guerre. Et je trouve que c'est extrêmement juste, c'est très fort sur le développement du film. Au final, si on me dit que The Irishman, c'est l'histoire d'un mec qui est revenu de la guerre et qui en a été traumatisé sans le savoir, je dirais oui. Je trouve que c'est ça, un traumatisme. Un traumatisme caché, c'est ça. C'est tu gères toute ta vie ensuite vis-à-vis de ça, puisqu'il va devenir un assassin sans réellement se poser de questions. Morale, et ça c'est aussi très fort, le film le montre avec une sorte d'évidence, il commence à tuer, puis après il dit voilà, en fait, quand on tue, machin, il faut faire comme ça, on se débarrassait tous des flingues là-dedans, si il y avait une crue, on aurait eu un arsenal, machin, ouais, mais en attendant, c'est des armes pour tuer des gens, c'est-à-dire que, surtout t'as tué des gens, le fait qu'il y ait des armes, le fait que ce soit rapide, que ça t'ait permis de monter, tout ça c'est secondaire, et c'est là où le film est très juste, puisque évidemment, il va en arriver à tuer des gens ou quelqu'un qui va particulièrement le marquer, et qui va le marquer pour le reste de sa vie. Et ça, c'est très fort, dans son rapport à sa famille aussi. C'est pour dire, la mise en scène va être à chaque fois extrêmement juste sur ce qu'elle va montrer. Je voudrais juste parler encore une fois d'une autre séquence où, comme je vous ai dit, le cœur de l'intrigue, c'est le fait que Frank soit grosso modo entre le personnage de Jimmy Hoffa, Al Pacino, et de Russell Bufalino, Joe Pesci, et qu'ils vont avoir des agendas de plus en plus divergents, des opinions et des besoins pragmatiques divergents, et du coup Frank va être au milieu, devoir ménager la chèvre et le chou, tout en sachant que la force est clairement du côté de Russell Bufalino et de la mafia italienne, qui dans le film est dit clairement pour avoir financé la montée de Kennedy au pouvoir. Donc il y a vraiment ce truc du Jimmy Hoffa, il n'aime pas Kennedy, mais Kennedy il a été monté là par la plus grosse mafia indirecte des États-Unis. Donc le pouvoir est du côté de Bufalino, et clairement très très vite, Frank se retrouve à devoir essayer de ménager la chèvre et le chou, de faire comprendre à Jimmy Hoffa, qui est un boulard extraordinaire, comment dire, une personnalité extrêmement forte, de calmer le jeu, de faire attention, machin, blablabla. Et ça monte évidemment de mal en pis les années passant. Et il y a donc cette séquence où on est donc à un banquet de remise de prix d'honneur au personnage de Frank, à la Frank. Et Frank a demandé à Jimmy Hoffa de venir, mais évidemment, il y a tous les Italiens qui l'ont fait monter là, Russell Bufalino et d'autres. Et c'est excellent comme toute la montée en tension, tous les échanges, tout est basé sur des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours, que vous pouvez tous connaître, hein. Vous savez, c'est le fameux coup la tante qui s'entend pas avec le cousin et blablabla, et il faut aller ménager le chèvre et le chou si vous voulez que la fête se passe bien, ou le rendez-vous, le repas, ou quoi que ce soit. On est un peu dans ça, mais là, évidemment, avec des enjeux beaucoup plus forts. Mais finalement, ça reste des enjeux beaucoup plus graves, mais ça reste du même ordre. Et là, le film met parfaitement ça en scène avec des jeux de regard, essentiellement des jeux de regard, donc vraiment des chants contre chants très maîtrisés. Là on est vraiment dans du chant contre chant qui a du sens constamment, des jeux de regard sont vraiment tiens t'es en train de leur parler, je sais pas ce que tu leur dis, et inversement, et ainsi de suite. Et je trouve que là le film est d'une efficacité incroyable, et des confrontations qui sont au final des confrontations d'hypocrites, donc de gens qui vont pas se dire les choses et qui vont constamment tourner autour du pot, essayer de ménager la chèvre au chou, de se dire sans se dire que qui peuvent se respecter, mais qu'ils ont chacun leur truc de leur côté, qu'à un moment donné, s'ils doivent s'en prendre l'un à l'autre, ils vont pas se le dire en face. Donc il y a ce truc qui est très présent, et je trouve que le film le met superbement en scène, ça. Il crée vraiment une tension autour de ça. C'est aussi, et je le dis tout de suite, une des limites du film, parce que quand je vous dis grosso modo que tous les enjeux du film se jouent dans des dialogues et des chants contre chants, le film dure 3h30.
Il y a vraiment peu de scènes d'action, même si tu as des plans séquences absolument dingues, notamment des assassinats de Frank, qui est juste génial, où il rentre dans une sorte de diner, vous verrez, c'est quasiment en plan séquence, c'est vraiment hyper cool. Mais le film est grosso modo assez calme, ça reste du dialogue, donc le film mise énormément sur le fait qu'on aime le scénario et qu'on s'attache au personnage de Frank. Difficile parce que le personnage de Frank est violent, assez froid, et on passe une grosse partie du film à se demander qu'est-ce qu'il pense de ce qu'il fait. Ce qui fait que le film ménage super bien son suspense, et au final, on a grosso modo une résolution, à mon avis, que je trouve assez surprenante quelque part. Mais la mise en scène est vraiment, je veux dire, dans l'efficacité pure et va rarement proposer, j'ai caricature, mais quelque chose de plus, quelque chose qui va détonner. Il manque, voilà, si je dois être clair dans ce film, et si je dois parler de mise en scène, il manque sa pluie de grenouilles. Vous savez, j'en avais déjà parlé, hein, la pluie de grenouilles, c'est, je fais référence à un film que je vais pas spoiler, mais c'est ce truc tellement improbable, une séquence tellement improbable, qui va servir le sens du film, mais qui va en plus lui faire franchir un cap. C'est-à-dire que le film est déjà excellent, et là, t'as la pluie de grenouilles, le truc improbable, impossible, extraordinaire, qui fait que le film devient un chef-d'œuvre. C'est un peu ça le truc de la plupart des chefs-d'œuvre, c'est d'avoir cette séquence, ce truc, tu dis mais qu'est-ce que ça fait là? Et c'est incroyable. Et je crois que je pense pas insulter Scorsese en disant que dans The Irishman il manque la pluie de grenouilles, mais je vais parler du scénario et vous allez comprendre où je veux en venir. Alors j'en ai déjà parlé là, mais le scénario joue vraiment son suspense dans ce combat entre Russell Bufalino et Jimmy Hoffa, direct et indirect, où Frank Sheeran est au milieu. J'ai déjà parlé de la mise en scène de ça. Mais là où je trouve que le scénario est excellemment écrit, c'est qu'on sent très très vite que cette tension, le rapport entre Russell et Frank va être toujours complexe, dès le début d'ailleurs, même s'ils s'entendent bien au départ, ça devient très vite complexe, puisque ça reste son chef, il lui demande quand même de faire de sacrées choses, et Frank très vite va être un bonhomme de main parce qu'il se pose pas ou peu de questions, en tout cas le film ne nous laisse pas percevoir ça, mais en même temps il va devenir très bon ami avec Jimmy Hoffa, et ça va créer clairement une sorte de grand écart dans sa vie, dans toute sa vie d'ailleurs. Et ça, à ce niveau-là, le scénario est génial, et du coup tous les éléments autour classiques de chez Scorsese, c'est-à-dire tous les autres mafieux avec qui il va y avoir des enjeux, que ce soit Bobby Cannavale, enfin là je parle des acteurs, Stephen Graham, plein d'autres personnages, vont amener clairement de la densité, de la qualité. J'ai pas envie de spoiler le film, je trouve qu'il est très intéressant à suivre, donc ce serait dommage de trop vous en dire, mais à partir de ce stack central, le film va avoir énormément de personnages très intéressants, très denses, qui vont apporter à chaque fois quelque chose d'important, mais qui vont être clairement en retrait par rapport à nos trois personnages principaux, qui sont vraiment le cœur de la narration. Et en parallèle de ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le casting, on a Anna Paquin, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, personnage principal notamment de la série True Blood, sur laquelle elle est devenue vraiment célèbre, mais qui était aussi célèbre pour être le personnage de Rogue, de Malicia dans la série X-Men, notamment les Bryan Singer, les films réalisés par Bryan Singer. Et donc tout ça pour dire, elle a elle aussi un rôle excellent, et sa première réplique du film est géniale. J'adore ça, c'est tout con, mais cette intelligence qu'a Scorsese à un moment donné a réussi dans la mise en scène à faire patienter le premier mot de cet acteur, qui est une actrice connue, donc on se doute qu'à un moment donné elle devrait dire quelque chose, et finalement quand elle le dit, c'est génial. J'adore, rien que pour ça le film est superbe. Alors certains vont me dire que la pluie de grenouilles c'est cette séquence là, mais comme je trouve que c'est attendable, je ne pense pas. Il manque cette séquence étrange, on va dire, mais on n'est pas dans le même film, et qui aurait servi le film, mais c'est pas grave. Je pense que le scénario à la base est très fort, mais je reviens sur la limite dont je parlais avant, pour peu que on soit pas très intéressé par ce sujet, la vie de Jimmy Hoffa ou autre, c'est un film un peu long, et ça peut quand même blaser un peu, et je pense que c'est un film qui va diviser à cause de ça. C'est excellemment mis en scène, donc la critique va être super fun avec lui, mais je sais pas si le grand public va adhérer à ce point-là, je sais pas si les gens ont encore envie de se taper un film de 3h30 sur ce type de sujet. Est-ce que ça a vieilli? Ma question c'est, est-ce que ça a vieilli Martin Scorsese? Ouais, quelque part oui. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement efficace, perso, que ça vieillit bien pour moi, mais ça a vieilli. Ça a vieilli avec les acteurs, ça a vieilli avec sa mise en scène, d'une certaine manière, donc... Et du coup, est-ce que ce scénario, très bien écrit au demeurant, aurait pas pu être coupé d'une bonne demi-heure? Ouais, quelque part, ouais. C'est clair que le film, à un moment donné, une fois qu'il a fait sa première partie d'1h30 pour mettre en place vraiment son contexte, avant que les enjeux commencent à monter en vrille, ouais, c'est clair qu'il y a encore 2 heures derrière, quoi. Donc,
Moi, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Il y a notamment toute une histoire, le personnage de Jimmy Hoffa et le personnage je sais plus comment il s'appelle, Anthony, c'est Stephen Graham qui joue ce rôle, un petit mafieux, c'est pas un mafieux, mais qui va être grosso modo l'adversaire dans le syndicat des camionneurs de Jimmy Hoffa, et qui lui s'entend très très bien avec les politiques, et notamment les mafieux. Donc forcément, ça va devenir un adversaire sérieux. Et il y a toute une sous-intrigue avec ce personnage-là qui s'appelle Tony Pro, voilà, Provenzano. Et Tony Pro, et c'est intéressant, on comprend que ça pose problème, on comprend son importance aussi ensuite dans le destin de Jimmy Hoffa, mais je trouve que ça c'est un peu long pour ce que ça a apporté. Peut-être que cette partie-là, j'aurais moi quelque part laissé moins, mais je pense que c'est très difficile de dire ça sur un film de Scorsese. Il y a cette intelligence à un moment donné, cette expérience du timing, de laisser l'histoire avancer, et comme la mise en place met beaucoup de temps et que le film va raconter une grande histoire, une grande part de l'histoire des États-Unis, et le regarder avec un regard encore une fois très fort et très profond, je vais être clair sur le terme principal qui pour moi me vient en tête quand je pense à Irishman, c'est la noirceur. C'est une histoire extrêmement sombre. Encore une fois, la mise en scène met ça en scène de manière très presque joviale, amusante et ainsi de suite. Ça reste de l'excellent cinéma de divertissement quelque part, ou du très bon cinéma de divertissement, mais on quitte jamais le fait que c'est horrible, que l'histoire de ces différentes personnes est vraiment horrible, et que leurs différentes qualités sont noyées par la noirceur de leurs actions. On le perd jamais de vue. Il y a vraiment ce truc moral qui est constamment présent et qui est comme une chape de plomb jusqu'au dernier plan du film, qui est terrible, qui est mérité pour le personnage, mais qui est terrible et que je ne vais pas spoiler. Je vais enchaîner avec la conclusion parce que je pense que j'en ai dit assez et au final je risque de commencer à dire des bêtises sur Martin Scorsese. #flagellez-moi. Avant d'entamer la conclusion, j'ai pas parlé de la musique, mais c'est du Scorsese pur juste, c'est-à-dire c'est de la musique qui remet dans l'époque à chaque fois, avec le thème principal du film. C'est le style de musique pop, comme je disais dans d'autres critiques, notamment dans Once Upon a Time in Hollywood, j'en ai parlé, je vous remettrai la critique dans les commentaires ici. C'est de la musique qui remet à l'époque. C'est-à-dire qu'on reprend des musiques de l'époque pour nous réinsérer dans l'époque. C'est très intelligent, c'est Scorsese je dis pas qu'il a inventé le truc, mais qu'il l'a popularisé, notamment avec Les Affranchis, il le réutilise là et c'est très efficace. Avec la nuance près que le thème principal est une chanson qui s'appelle Still of the Night, que je connaissais parce qu'elle avait été reprise dans les années 90 par les Boyz II Men. Et c'est le générique de début et le générique de fin. It's the Still of the Night, et c'est grosso modo si je dis pas de bêtises, je me souviens plus des paroles, mais ça donne un côté, comment dire, nostalgique, triste, et en même temps ça parle d'amour et d'un amour quelque part. Je me souviens plus très bien là de donner, je crois que c'est un amour perdu d'une certaine manière. C'est un amour, passé. Et quelque part, ça noie le film dans une... Pas noie, ça couvre le film une sorte de nostalgie douce, amère et triste. Et j'aime beaucoup ça, je pense que c'est exactement ça, le doux, amer et triste. Je pense que oui, on peut dire ça in fine quand on voit The Irishman. Je vais pouvoir enchaîner du coup avec ma conclusion de manière... Oh, qu'est-ce que c'est poétique, c'est incroyable. Vous avez vraiment de la chance de m'écouter. Comment ça, je m'auto-congratule? Ça va au bout d'un moment, hein? Non mais... Bref, conclusion. Il se croit drôle en plus, bref, peu importe. De toute façon, quand on se parle à soi-même, on n'en est plus à ça près. Tout ça pour dire... The Irishman est je vais être clair, est un excellent film. Un excellent film. La mise en scène est incroyable. Les acteurs sont très très bons. Comme je l'expliquais là, ils ont tous été très bien castés et les enjeux du scénario fonctionnent très très bien entre eux. La mise en scène est d'une justesse qui, voilà, c'est du Scorsese, donc c'est des claques sur claques, c'est vraiment impeccable. Aussi bien les effets de texte avec les personnages où on apprend comment ils vont mourir alors qu'on les rencontre à peine, les choix de souvenirs du personnage de Frank Sheeran qui sont extrêmement marquants, l'attitude de Jimmy Hoffa et ce que Pacino apporte comme charisme au personnage, le Joe Pesci, le mafieux de l'ombre, Russell Bufalino, qui est extrêmement puissant, en même temps on dirait jamais comme ça, qui est un personnage extrêmement intéressant, qui est très bien développé, la mise en scène, encore une fois, des rares scènes d'action, notamment le meurtre, je sais plus de quel mec, dans un diner qui est quasiment en plan séquence, qui est une superbe scène. Bref, ça claque, c'est violent, le film est très très bon, la musique est très bonne, très réussie.
Mais je suis obligé de mettre 2 gros bémols. Le premier, c'est que le de-aging, il faut survivre au de-aging dans la première heure. Toute la phase où Robert De Niro est jeune, je trouvais assez difficile. Au final, l'œil s'y habitue et au final, c'est bien vu de la part de Scorsese, mais je trouve qu'il y a quand même bien une demi-heure où c'est dérangeant. Où vraiment, je n'arrivais pas à croire à ce visage. Et comme je disais, en plus, il y a le corps, c'est le corps d'un vieux gars, c'est pas le corps d'un jeune mec de 30 ans. Donc ça se voit et ça pose problème dans pas mal de séquences. Sans compter, je ne l'ai pas dit avant, certaines mimiques de visage qui sont des mimiques de visage d'un acteur vieux et non plus d'un acteur jeune. Mais je trouve que ça trouble moins. C'est plus le fait que le de-aging est un peu fort au début, on le voit, et que le corps crée une différence. Donc il faut un peu survivre à cette première partie qui est un petit peu, je caricature, un peu ratée en termes d'effets spéciaux. Mais après, on a encore plein de de-aging et ça fonctionne très très bien ensuite. Donc déjà, cette limite technique. Deuxième limite que je suis obligé de pointer dans cette conclusion, le film dure 3h30, et je trouve qu'on ne peut pas le mater en morceaux. Faut le mater d'un bout. C'est une des grandes forces du film, c'est qu'il est très agréable à suivre. Il est long, c'est clair, 3h30 c'est une sacrée durée, mais il fonctionne sur sa durée. Donc si on le mate en plusieurs morceaux, je pense qu'on perd une part de l'intensité et de la densité de la narration. Il faut se le mater d'un coup. Parce que c'est un chemin parfaitement maîtrisé, parce que la musique, la mise en scène, tout fait corps pour que ce soit une narration complète. Alors vous allez me dire, tarte à la crème, hein, mater un Scorsese en morceaux, t'es fou, t'es con, quoi. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai juste conscience que 3h30 pour un film qui est distribué d'abord en streaming, bah les gens vont faire des pauses, des machins, et peut-être se dire, tiens, je vais le mater en 2 fois, il est trop long. Or, je trouve qu'il est à regarder en un morceau. Il a cette force-là, et ça a de l'importance par rapport au sens de son histoire, par rapport à la sensation de durée que Scorsese veut faire endurer au spectateur pour sentir les années, le poids des événements, le poids des choses, le poids des conséquences. Le film fait 3h30 parce que c'est clairement l'histoire de personnes qui vont devoir assumer tous, chacun à leur manière, le poids de leurs actions au fil des années. C'est rare les films qui ont cette intelligence-là, et c'est pas rien que ce soit un film de vieux gars ou de vieilles personnes. C'est une bonne chose. La vie, elle dure longtemps. Il se passe énormément de choses quand on vit, et quand on essaye de vivre pleinement. Et c'est des gens qui vivent extrêmement pleinement, avec des conséquences sociales très fortes. Du coup, c'est important de sentir cette durée. C'est important de ne pas dire « je mate 1 heure aujourd'hui, 1 heure demain, 1 heure le jour d'après », parce que ça va enlever de la densité, je pense, et de l'impact au poids de cette histoire. Donc voilà, c'est un petit peu les limites de ce The Irishman. Mais sinon, bah c'est du grand Scorsese, tout simplement, ça le fait. Les films de Scorsese, ça le fait. Hein. Voilà, moi, je reste... admiration, encore une fois. Hein. Désolé, hein, je sais que j'ai commencé par là, je finis par là dans une boucle, mais... force est de constater que ce type, tous les 2-3 films, il nous met un coup de pied au cul, et entre-temps, il fait de très bons films. Où il fait des films excellents, il fait des très bons films. Et je parle même pas du Loup de Wall Street, qui est un chef-d'œuvre absolu, donc voilà. Le type est né en 1942, voilà. Enfin, je veux dire, c'est... Et depuis, il nous met des coups de pied au cul. Voilà, donc ça reste comme ça, et je pense que je vous conseille de voir The Irishman, c'est un excellent film. Évidemment, si vous connaissez pas la filmographie de Martin Scorsese, allez-y. Quel cinéma formidable. Vous allez vous éclater. Il a produit des choses très intéressantes, il a réalisé des choses très intéressantes, évidemment, Les Affranchis. Moi, j'adore Les Affranchis, j'aime beaucoup Casino. Je pense que The Gangs of New York est un film que j'aime énormément, qui a des défauts, mais qui est aussi hyper intéressant à voir. Bref. Je vais m'arrêter là, on va pas recommencer à tailler des pipes à Martin, même si c'est tellement bon. Oui, bon, ça va, hashtag homosexualité de naze, blague pourrie, c'est bon, on arrête. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de H-Show. N'hésitez pas à tweeter, Facebooker, Instagrammer, la totale. Surtout, donnez-moi votre avis si vous avez vu The Irishman et que vous en avez pensé des choses très différentes, que vous êtes ennuyé. Je serais curieux de savoir pourquoi, comment. Voilà, parce que je trouve que c'est un réalisateur dont les films prêtent à des débats très intéressants. Et on se retrouve bientôt, les amis, pour un nouvel épisode de H-Show. Salut les amis, ciao ciao.